Je me présente, je m'appelle Odile Olivier et je dirige une entreprise qui s'appelle Valpolis. Ça fait 10 ans maintenant que je dirige cette entreprise. Et en fait, on travaille avec des petites entreprises d'une part, mais aussi la profession du conseil. Et c'est ce pourquoi aujourd'hui j'interviens sur cette conférence en pleine journée du consultant avec une thématique qui est une des thématiques de la profession du consultant, c'est la fameuse mission. Et de savoir en fait déjà comment proposer une première mission et ensuite, d'une première mission, comment on peut finalement proposer des missions complémentaires. Et c'est pour ça que le titre, une problématique d'entreprise, cache plusieurs missions de conseil, comment les détecter. Autrement dit, une mission de conseil peut en cacher une autre. Moi, je dirais même et inversement. On le verra tout à l'heure. Juste 2 informations également avant de commencer. Nous remettons tout à l'heure, pour ceux qui ne le saurions pas, entre 13h30 et 14h, la palme des consultants. Donc ceux qui désirent rester durant cet événement peuvent rester, évidemment, ça sera avec plaisir. Et deuxième élément, pour ceux qui souhaitent avoir le contenu de cette présentation, vous pouvez vous diriger vers Sonia, à l'entrée, qui a bipé certaines d'entre vous, mais peut-être pas tout le monde. On enverra en fait le contenu de l'information à toutes les personnes présentes. Il faut simplement se faire biper pour qu'on puisse avoir votre email. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin dans le vif du sujet, quand même vous expliquer qui je suis. Ou ce que je représente. Donc, Valpolis est une SARL, une entreprise alsacienne, donc fondée en 2007. Nous avons un chiffre d'affaires 2015 de près de 3 millions d'euros. Nous avons réussi à amener sur notre site petiteentreprise.net près de 7 millions de visites en 2015. Nous travaillons avec 956 correspondants locaux qui sont en fait des consultants, des professions du conseil aussi, donc pas seulement des consultants indépendants, mais aussi des experts comptables, des avocats. Toutes les personnes qui peuvent finalement accompagner un chef d'entreprise. Nous avons été labellisés en 2013 entreprise innovante, alors non pas sur l'innovation technique, parce qu'en gros on n'a rien inventé, nous avons un site web, somme toute comme tous les autres, simplement sur l'innovation marché, puisque nous étions à ce moment-là les premiers sur ce type de mise en relation entre d'une part des petites entreprises et d'autre part des consultants. Nous sommes devenus avec le temps le premier site dédié au marché des très petites entreprises. C'est pourquoi je vais vraiment pouvoir vous en parler aujourd'hui aussi. Nous avons accompagné, alors pas forcément nous au bureau, mais surtout le réseau avec qui je travaille. On a réussi à accompagner plus de 150 000 chefs d'entreprise durant ces 10 années. L'objectif est clair. Quand on a un site qui s'appelle petiteentreprise.net, c'est d'accompagner en fait tous ces dirigeants qui ont vraiment besoin de vous. Alors, il y a 1 an, je ne sais pas si des personnes ici étaient à la conférence que j'ai proposée il y a une année. Il y a une année, je parlais d'un chiffre qui fait un petit peu peur, mais qui est quand même la réalité pour en discuter avec d'autres professionnels sur la même branche d'activité. Si vous êtes ici consultant ou si vous avez l'intention de le devenir, sachez que normalement, 80% d'entre vous vont arrêter leur activité dans les 18 premiers mois. Alors, ça fait un petit peu peur, j'avoue que même moi, quand je le vois, en plus je l'ai bien mis en rouge pour que ça marque bien, donc c'est peut-être un petit peu violent, mais c'est la réalité. Et en fait, je donnais l'année dernière une des pistes qui expliquait ce chiffre-là. Et il y avait une piste, en fait, avant de donner la piste de l'année dernière, il y en avait une qui était de toute façon déjà très simple. C'est que vous êtes alors aujourd'hui on estime plutôt à 250 000 cabinets de conseil ou professionnels indépendants, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à vous lancer dans cette profession. Ce qui représente en fait 1,2 consultant pour une entreprise lorsqu'on parle des entreprises de plus de 20 salariés. Puisque je sais que naturellement, pour discuter avec bon nombre d'entre vous, nos clients, et puis ça fait quelques années qu'on fait les salons, nous savons que naturellement vous vous dirigez en fait vers des entreprises que vous connaissez bien, qui sont plutôt des PME, donc des grosses entreprises, enfin ce que nous on appelle grosses entreprises, donc de plus de 20 salariés. Et en fait, j'essayais tout simplement de sensibiliser tous ces consultants et consultants en devenir pour dire regardez un petit peu plus loin, parce qu'en fait il y a un marché qui est super, qui est juste à portée de main, qui est en fait la très petite entreprise. La très petite entreprise, alors là ils sont 2 700 000 en France, plus les créateurs si on les prend en compte, parce que pour moi il y a aussi pas mal d'accompagnement évidemment et pas mal de missions qu'on peut faire sur cette population-là. Donc il y en a vraiment, alors là pour le coup, beaucoup plus que le chiffre que je vous annonçais avant, des 1 million de PME. Elle représente 95% du tissu économique français, donc là vous sortez du salon, et même au salon il y en a en fait tout plein. Et elles délocaliseront pas, elles sont bien ici, elles sont à portée de main.
le taxi que vous allez prendre, le commerce ou le tabac dans lequel vous allez acheter vos revues. Enfin voilà, ils sont vraiment très très nombreux. Ils emploient quand même 2,3 millions de salariés, représentent 168 milliards d'euros de valeur ajoutée. Mais, et ça c'est un chiffre qui peut aussi faire peur, mais qui du coup doit être pour vous une opportunité, c'est qu'un tiers d'entre eux vont fermer au bout de 3 ans et la moitié au bout de 5 ans. Ce qui signifie qu'en fait, elles ont vraiment besoin de conseils, puisque bien souvent, lorsqu'elles ferment ces entreprises-là, c'est très rarement pour un problème de métier ou d'activité, c'est bien souvent un problème de gestion en fait, gestion opérationnelle. Voilà, on a tous en tête l'artisan, là je prends des clichés, mais c'est vraiment la réalité. Nous, pour les avoir en ligne tous les jours, ça existe encore. Donc l'artisan complètement débordé, qui ne va pas forcément mettre à jour ses papiers, qui ne calcule pas son coût de revient, qui a un prix de vente qui va définir en fonction de la concurrence et non pas en fonction de ses charges. Enfin voilà, tout ça fait qu'au bout d'un moment, ces gens-là sont seuls. Et là, vous allez vraiment pouvoir vous éclater à les accompagner parce que c'est déjà un beau métier que le métier de consultant, et il y a vraiment de quoi faire en France. Et enfin, juste pour terminer sur cette thématique, parce qu'elle me tient à cœur évidemment, puisque les petites entreprises, c'est pour celles-ci qu'on œuvre. C'est un marché qui est vaste à portée de main, ça je l'ai dit, et quand on essaie de le définir au-delà des chiffres, ce sont des gens qui ont besoin de conseils. On sait qu'ils n'anticipent pas, donc on va souvent être sur des missions curatives, et ensuite il va falloir mettre en place des process pour anticiper, mais au départ, on va surtout éteindre le feu et faire un peu le pompier. Mais c'est super parce que du coup ça donne une première porte d'entrée, on en parlera tout à l'heure. Ce sont des entrepreneurs qui la plupart du temps ne gèrent pas. Ils disent qu'ils gèrent, mais en fait ils font de l'administratif, c'est pas de la gestion, mais c'est leur manière de le dire. Ils ont des clients et des salariés, donc là aussi, souvent quand on me dit que les petites entreprises n'ont pas de moyens et qu'elles ne payent pas, non, elles emploient quand même pas mal de monde et elles font quand même de la valeur ajoutée. C'est que bien sûr qu'elles ont de l'argent, bien sûr qu'elles payent aussi des prestations de conseil, donc ça on le voit tous les jours nous. Simplement elles achètent des solutions concrètes, c'est peut-être ça qui va faire la différence, c'est-à-dire qu'elles vont essayer quand même, comme nous tous, d'acheter quelque chose ou d'investir dans des choses qui rapportent en fait. Quand on est chef d'entreprise, c'est bien ça le calcul et vous êtes pareil, vous, de votre côté. Donc il va falloir lui prouver en fait le retour sur investissement lorsqu'elles vont faire appel à vos conseils. Et enfin, elle est bien sur Internet aussi, la petite boîte. Souvent, on se dit qu'elle n'est pas du tout connectée. Là encore, on voit un peu l'image de l'artisan au fin fond de sa campagne qui sait à peine ce que c'est qu'un mobile. Pas du tout. Alors, peut-être Paris, ça va être moins le cas, mais nous, en province, c'est un petit peu l'image qu'on peut avoir. Pas du tout. Ils sont connectés. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ils répondent quand même assez rapidement aux emails. Ils utilisent Internet, les outils qu'on va leur envoyer. Donc voilà un peu un portrait, en fait. Donc moi, je dirais, n'hésitez pas à aller voir ces gens-là. Ils ont besoin de vous. Il y a juste une manière de les aborder qui est peut-être un petit peu, enfin pas peut-être un petit peu, mais carrément différente de ce que vous avez connu par rapport aux grosses entreprises. C'est ça qui va peut-être vous effrayer, par contre. Et vous allez avoir des a priori par rapport à ça. Mais franchement, elles en valent le coup. Aujourd'hui, ma conférence ne portera pas là-dessus, parce que moi, je vais vous inviter aujourd'hui à regarder encore plus loin. Encore plus loin, mais évidemment, on va continuer sur la thématique de la TPE, puisque c'est notre spécialité à petiteentreprise.net, mais regardons encore un petit peu plus loin. Et en fait, il y a un autre constat, donc là, ce n'est pas un chiffre, mais c'est un constat qui peut aussi faire peur, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un problème. En tout cas, les consultants qui ont déjà démarré dans cette salle, vous avez pour la plupart un problème, c'est que les TPE n'ont pas besoin de conseils. Bon, voilà, si elle n'a pas besoin de conseils, qu'est-ce qu'on fait ? On arrête tout. Et puis, vous m'avez dit que les PME, il y en a pas assez, on est trop de consultants. Et maintenant, vous me dites que les TPE n'ont pas besoin de conseils. Donc, c'est un petit peu bizarre. Mais non, en fait, pourquoi je dis ça ? C'est qu'une question de sémantique. C'est qu'elles n'ont pas besoin de conseils. Parce que quand on va voir une TPE comme ça, a priori, et que vous lui dites ce que vous faites et quel est votre métier, elle n'en a pas besoin sur le moment. Et elle va toujours dire qu'elle n'a pas besoin de conseils. Par contre, quand on commence à creuser, quand on commence à s'intéresser, on est curieux et on pose des questions, on se rend compte qu'évidemment, elle a plein de problèmes. Oui, sauf qu'elle, en fait, la TPE, à la différence d'une entreprise plus importante, c'est qu'elle ne va pas s'exprimer en termes de conseils, elle ne va pas consommer de conseils, elle ne cherche même pas de consultant elle-même, ni sur Internet, ni ailleurs. En revanche, elle va exprimer un problème. Donc elle va exprimer son problème et finalement, c'est au consultant de trouver quelle est la solution en termes de conseils. Ce n'est pas au chef d'entreprise. Avant vous, il était tout seul. Tout ce que vous allez lui prodiguer, avant vous, il essayait de le faire seul. Au-delà des professions réglementées, expert comptable ou avocat par exemple, le reste du temps, toute la gestion, c'est bien elle qui s'en occupe. Donc elle n'a pas besoin de conseils.
Et en France encore plus, puisque quand on a besoin de conseils ou quand on fait appel à un consultant, ça peut paraître comme étant finalement un aveu d'échec. Donc là, c'est hyper important là pour moi ce que je dis, parce que c'est vraiment une question sémantique et on voit bien quand on échange avec vous, parce qu'on a évidemment des stands et tout au long de l'année au téléphone, c'est que quand on parle de ça ensemble et quand on se l'explique et quand on échange là-dessus, vous êtes d'accord, mais a priori, vous avez un petit peu de mal à rentrer dans ce schéma-là. Et moi, c'est vraiment le but de mon intervention aujourd'hui aussi, c'est d'essayer de vous ouvrir un peu et d'essayer de voir comment on peut proposer beaucoup plus de missions de conseil, rien qu'en revoyant un petit peu sa posture et peut-être en écoutant aussi d'une autre manière. Donc quand on lit ça, c'est vrai que ça peut faire peur. Les TPE n'ont pas besoin de conseils, elles ne l'expriment pas, mais alors comment on va faire finalement pour aller les aborder? Parce que si on n'a pas besoin de conseils et qu'il faut à chaque fois trouver le problème, avant tout il faut déjà la rencontrer, cette petite entreprise. Donc il y a 2 moyens très simples de faire du business, quand on est consultant ou autre d'ailleurs. Le premier moyen, c'est la prospection. Voilà. Donc là, c'est la porte rouge. Pourquoi je l'ai mis en rouge? Parce que la prospection, c'est pas drôle. Personne n'aime faire ça. Même les vendeurs n'aiment pas faire ça, normalement. Pourtant, c'est leur métier. Donc, quand on est consultant, c'est pas forcément dans nos gènes. En fait, on n'a jamais été confronté à ça. Le porte-à-porte, on a l'impression de déranger. C'est pas drôle. On sait jamais vraiment comment se présenter. Que ce soit d'ailleurs physique ou téléphonique, c'est pas inné en fait. C'est pas quelque chose de naturel. Donc, c'est compliqué. Donc, on va partir du principe qu'en fait, on n'en fera pas. Comme ça, c'est plus simple. Ensuite, il y a la porte verte. La porte verte, ça, c'est le Graal. En fait, c'est de pouvoir se faire recommander. Ça, c'est carrément la classe. Mais avant de se faire recommander, il faut déjà avoir des clients. Donc, quand on est en démarrage, c'est plus compliqué. Et je sais que souvent, on fait confiance à son réseau, ou en tout cas, on se dit, je vais réseauter, je connais du monde, les gens vont me recommander parce qu'ils vont savoir finalement ce que je fais. Eh bien, on se rend compte, malheureusement, que ce n'est pas le cas. C'est compliqué. Parce que même vous, parfois, vous avez du mal à définir votre offre ou à expliquer ce que vous faites. Alors, comment quelqu'un d'autre va pouvoir le faire à votre place? Et ça, pareil, c'est pas des comportements innés. On recommande quelqu'un quand quelqu'un vous demande si vous connaissiez pas quelqu'un pour le faire. Je m'explique plus simplement. On dit souvent, est-ce que vous ne connaîtriez pas un bon avocat, un bon coiffeur, un bon restaurant? Très rarement, on va dire, tiens, en fait, si un jour tu as besoin d'un avocat, j'en connais un, il est super. Je ne dis pas qu'on ne le fait jamais, mais c'est quand même plus rare. Donc voilà, donc la recommandation, en fait, ça se travaille, c'est un métier. Il y a des gens qui passent vraiment beaucoup de temps à faire ça. C'est compliqué. Donc là encore, je suis en train de fermer des issues. Vous me voyez venir, évidemment, c'est pour vous proposer une autre alternative. L'alternative, c'est ce que j'appelle, moi, la mission d'appel. La mission d'appel, en fait, elle va consister en quelque chose d'assez simple, mais c'est une interface en fait entre d'une part votre expertise et d'autre part les besoins du marché. Donc ça on le voit aussi beaucoup, c'est que vous essayez de rentrer votre expertise dans les besoins du marché, mais un carré ne rentre pas dans des ronds. Ça, voilà, c'est ce qui explique mon illustration. Donc en fait, il faut simplement un peu biaiser votre expertise, enfin pas la biaiser, mais la présenter d'une autre manière pour pouvoir la faire coller aux besoins du marché. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je vois souvent, on en parlait encore ce matin, souvent vous avez une expertise. Certes, elle est très, très honorable. Là-dessus, moi je ne reviens pas là-dessus. Mais vous partez bien en tête pour la vendre, et la vendre celle-ci est uniquement ça. Donc vous essayez de faire coller votre expertise aux besoins du marché. En fait, c'est complètement l'inverse qu'il faut faire, et ça, tous les marketeurs vont vous le dire. Normalement, on écoute le marché, et ensuite on conçoit ses produits. Et ensuite, on essaie d'y adapter, ou de faire adapter son expertise. Sauf que parfois, vous avez des expertises quand même assez pointues. Donc c'est compliqué, c'est pas toujours, les carrés ne rentrent pas toujours dans des ronds aussi facilement. Donc moi, ce que je propose, c'est cette mission d'appel, et je propose vraiment de la construire en partant d'abord du marché. Écouter les clients. Ça paraît vraiment une évidence ce que je dis, ça paraît bête, mais c'est vraiment, vraiment une des clés du succès. Et une autre notion aussi, c'est que 1000 besoins égale 1000 missions. Oui, alors ça, c'est aussi très symptomatique du marché du conseil. C'est que comme c'est un marché qui n'est pas, qui est plutôt opaque, qui est flou
en fait, et qui n'est pas réglementé, eh bien, on voit que la multitude d'offres pour finalement les mêmes conseils ou les mêmes résultats, mais chacun d'entre vous, vous allez le proposer d'une manière complètement différente, vous allez la livrer d'une manière différente, et vous allez même la vendre à un prix différent. Et à 1000 besoins correspondent donc 1000 missions. Donc c'est compliqué de faire en fait un tableau assez simple avec juste des besoins et des missions en face et un prix. C'est ce qu'on nous demande souvent, mais en fait c'est compliqué ça. Donc vous n'avez pas le choix finalement que de partir à la découverte de votre client et d'adapter votre mission, vraiment faire du sur-mesure. Et ça, vous pouvez le faire parce que comme vous êtes indépendant et que c'est vous qui détenez votre savoir, finalement, votre mission, c'est vous qui allez pouvoir la construire. Donc elle peut être complètement différente d'un client à l'autre. Ça, c'est normal sur votre marché, simplement par rapport à l'activité du client, déjà d'une part, à sa structure, à son besoin. Donc là, il y a vraiment une pléthore de missions, c'est vraiment intéressant d'ailleurs quand on s'y penche. Et après, il y a un autre phénomène aussi, c'est qu'un problème égale une mission, donc ça c'est plutôt bien, puisque quand on sait que les entreprises ont toutes des problèmes, elles ont toutes besoin de conseils, elles ont toutes besoin de missions. Donc pour chaque type de problème d'entreprise, on peut faire correspondre une mission. Voilà, même si c'est une mission qui a un prix au départ faible, mais en tout cas, ça existe. C'est au moins une première démarche et une façon d'entrer en contact ou de se présenter avec son client. Donc on va aller plus loin dans cette analyse. Et juste avant, je suis allée voir en fait sur Internet pour voir si j'étais quand même... Est-ce que c'est ma définition ou est-ce que je suis vraiment dans le vrai? Donc, du coup, je suis allée voir, parce que ce que j'appelle mission d'appel, c'est ce qu'on appellerait dans le commerce habituel le produit d'appel. Donc, on va sur le site qui s'appelle Définition Marketing, c'est le numéro 1 sur Google. Donc voilà, j'ai pris, on va dire, quelque chose qui est normalement bien placé. Donc, je la lis avec vous. Un produit d'appel est un produit sur lequel est pratiqué un prix artificiellement bas pour attirer les consommateurs dans un point de vente. Vous êtes aujourd'hui un point de vente, évidemment. Le produit d'appel peut être un produit de qualité ou de grande marque sur lequel le commerçant ne pratique qu'une faible marge pour attirer des acheteurs. Ceux-ci vont alors profiter de leur venue pour réaliser d'autres achats sur lesquels les marges seront cette fois plus élevées. Et oui. Le produit d'appel peut également être un produit bas de gamme que le commerçant ne souhaite pas réellement vendre. Dans ce cas, l'objectif est de rediriger les clients vers un produit plus haut dans la gamme en générant plus de marge. Dans ce cas, on peut parler également de produits d'entrée de gamme. Alors, on est moins sur ce cas-là, parce que dans le conseil, il n'y a pas vraiment de gamme de conseils. Ce n'est pas vraiment ça l'idée, mais peut-être pas donner le conseil en entier, déjà d'une part. Le produit d'appel est généralement utilisé dans la communication pour faire venir les clients dans les points de vente. C'est exactement ce que j'essaye de passer comme message tout au long de l'année. C'est qu'en fait, il faut essayer de trouver, vous, dans vos missions, dans votre expertise, ce qui va faire le produit d'appel. Et vous en avez tous, en fait. Sauf que ce n'est pas forcément évident de le trouver, mais vous en avez un. Donc du coup, il y a quelques petits exercices qu'on peut faire pour essayer de la trouver quand on en discute. Alors là, je pense que chacun d'entre vous a un produit d'appel différent, donc c'est compliqué. Ça serait compliqué pour moi aujourd'hui de donner le produit d'appel idéal pour chaque consultant, mais en tout cas, on peut essayer de le construire ensemble. Et j'espère qu'avec les slides qui vont venir, vous serez à même de trouver finalement ce produit d'appel. Un produit d'appel, c'est quoi? Ou une mission d'appel, puisqu'on va revenir sur le marché du consultant. Eh bien, c'est déjà quelque chose qui correspond au plus grand nombre. Parce que, rappelez-vous la définition, c'est pour faire venir un maximum d'acheteurs. Donc, quand on parle de plus grand nombre, c'est répondre à une problématique que beaucoup d'entreprises ont. Alors, il y a une problématique que beaucoup d'entreprises ont, c'est tout ce qui est lié à l'argent, notamment, évidemment. On a tous besoin d'argent, toujours, que ce soit d'ailleurs des petites entreprises ou des grosses. Donc, si vous avez des missions qui permettent à une entreprise de générer du cash, par exemple de la trésorerie, puisque ça, c'est vraiment la première problématique en France des entreprises, c'est la trésorerie, là, je peux vous dire que le produit d'appel, en termes de plus grand nombre, vous êtes hyper bien placé et vous allez réussir à générer des premiers clients. Après, vous avez tout ce qui concerne la recherche de clients, donc tout le développement commercial, ça aussi. Donc, on se rend compte qu'il y a des missions d'appel qui sont en fait des missions pour toutes les personnes qui, dans cette salle, vont proposer des missions de stratégie au développement commercial. Il y en a tout plein. Sauf que peut-être on n'y pense pas. On va en parler tout à l'heure, je vais vous donner des cas concrets, en fait, des exemples. Elle répond à un besoin précis, concret, immédiat. Le plus important, c'est immédiat. Parce que quand elle répond à un problème immédiat, votre mission d'appel, la relation que vous allez faire avec le client, elle est quasi instantanée et il n'aura quasiment pas le choix que de faire appel à vous. Donc ça c'est quelque chose qui marche plutôt bien dans le domaine du conseil.
Ensuite, le conseil que je peux vous donner aussi, c'est que quand vous avez trouvé justement sur quelle problématique vous pouvez intervenir et ce qui correspond à votre expertise, essayez de donner un nom à cette prestation. Et le nom, essayez de le faire coller à justement à la problématique. Hier, j'ai vu un exemple là sur le salon qui était pour moi super. Je vois toute la PLV sur un stand et je vois booster votre trésorerie. Donc là, déjà, trésorerie, je peux vous dire que ça parle à beaucoup de chefs d'entreprise. Et en fait, quand je discute avec la personne, qui est une consultante, qui est peut-être dans cette salle, mais je ne pense pas parce qu'elle avait du monde sur le stand, en fait, elle propose des services de recouvrement. Sauf que service de recouvrement, c'est pas très sexy, et on a l'impression qu'on n'en a pas besoin. Les petites boîtes, j'entends. Hein. Alors que quand on parle de trésorerie, là, du coup, ça me parle. Mais oui, parce qu'en fait, le recouvrement est un moyen d'avoir de la trésorerie. Donc en fait, si on lui parle son langage et qu'on arrive à résoudre son problème, la manière de le résoudre, ça c'est votre boulot. Et ça, c'est à vous de le mettre en place dans l'entreprise. Et c'est là qu'intervient la mission de conseil. Mais l'accroche, elle n'était pas sur le recouvrement. L'accroche était sur la trésorerie. Donc là, pour le coup, c'est l'exemple parfait. Alors, il y a un autre exemple. Nous-mêmes, au bureau, nous vendons des prestations de conseil aux petites entreprises et on propose notamment la labellisation RGE. Alors, je ne sais pas si quelqu'un connaît dans la salle. C'est quelque chose d'assez spécifique. En fait, il se trouve que les artisans, lorsqu'ils veulent travailler sur des offres du marché public, et c'est un grand nombre d'artisans font ça et ça représente une part importante de leur chiffre d'affaires, eh bien, il faut qu'ils soient certifiés Calibat. Voilà, ça, jusque-là, normalement, tout le monde connaît ça. Et en fait, Calibat a changé un petit peu sa position, le gouvernement a changé sa position. Il faut aujourd'hui que les entreprises aient un label encore, comme si c'est déjà pas assez compliqué, il en faut encore un en plus, qui s'appelle RGE, donc reconnu Grenelle de l'environnement. Et ça, c'est un dossier, en fait, qu'il faut faire, qu'il faut remplir, qu'il faut déposer, tout comme Calibat, mais ça prend du temps, c'est chronophage, le chef d'entreprise n'a pas forcément envie de le faire, et surtout, quand il dépose le dossier et qu'il est refusé parce qu'il est pas forcément complet ou mal renseigné, du coup, ça fait perdre encore plus de temps. Donc l'idée là, nous avons des artisans. Lorsqu'on a proposé cette offre d'aider des artisans à devenir reconnus Grenelle de l'environnement, nous avons eu beaucoup de demandes parce que c'était urgent pour elles. Parce que là, pour le coup, d'un coup, elles ne pouvaient plus répondre, elles ne pouvaient plus avoir de marché public. Ça, c'est dramatique pour une entreprise. Et c'est là qu'on a pu faire intervenir des consultants, cette fois-ci en développement commercial. Pourquoi en développement commercial ? Parce que si elles font ça, c'est bien pour obtenir des clients. Donc ça veut dire qu'elle a un problème de chiffre d'affaires. Ça veut dire que peut-être on peut déjà l'aider à régler ce problème-là dans un premier temps, mais ensuite l'aider à se développer commercialement sur d'autres marchés, avec d'autres techniques. Mais du coup, on est rentré chez le client en réglant un de ses problèmes. Donc là, la relation commerciale est faite sur une prestation, certes, et rappelez-vous la définition d'avant, peut-être à moins de valeur ajoutée. C'est vrai, puisque ce n'est qu'un dossier qu'à remplir, c'est administratif. Elle peut le faire toute seule. Sauf qu'elle paye, et nous, elle paye entre 500 et 1500 € pour qu'on lui fasse. Donc voilà, c'est quand même pas rien, c'est quand même une mission. Et du coup, et ça c'est quand même aussi ce qui est génial, comme tout ce type de mission commence toujours par un diagnostic, le diagnostic doit vous permettre de déceler de la mission complémentaire. Puisque c'est là que vous allez vous rendre compte quand il y a des problèmes dans l'entreprise, parce que comme je disais tout à l'heure, évidemment, au début, elle n'a pas besoin de conseils, mais en fait, elle a plein de problèmes. Et c'est là que vous pourrez ensuite proposer de la prestation complémentaire. Cette mission d'appel, elle doit apporter un résultat mesurable ou visible de suite, ce qu'on appelle un quick win, ça vous connaissez. Donc là, je reprends mon exemple de RGE. Oui, une fois qu'elle est reconnue Grenelle de l'environnement, c'est bon, elle peut de nouveau répondre, les marchés reviennent. Voilà, parfait. Mission est claire, il y a tout de suite un résultat. C'est important ça. On vend du vent en fait, nous tous. Nous aussi, on vend du service. On vend du vent. Et quand on vend du vent, si on ne peut pas à un moment le matérialiser, on a l'impression qu'on n'a rien acheté. Donc il faudrait toujours matérialiser sa prestation, sa mission. Soit par un document qu'on remet, soit par un tableau Excel, soit par une formation, soit par un outil quelconque. Il faut essayer de matérialiser au maximum sa mission. Ensuite, cette mission d'appel, elle doit donner envie au client d'aller plus loin avec vous. Parce qu'elle ne vous connaissait pas au départ. Donc si déjà vous voulez lui vendre une mission de conseil plus longue, parce que souvent vous êtes quand même sur des expertises pointues, donc qui demandent du temps, c'est une mission longue, je ne vais peut-être pas investir beaucoup d'argent sur une personne que je ne connais pas. Et si ça ne passe pas avec cette personne, qu'est-ce que je fais ? Quand on a démarré la mission, c'est compliqué de revenir en arrière.
Donc là, finalement, je peux travailler avec vous sur une mission courte, ça me donne l'occasion de vous connaître. Et là, pour le coup, si le job est bien fait, et comme ce n'est pas des missions à forte valeur ajoutée, normalement, beaucoup d'entre vous sont capables largement de proposer et de réaliser ce type de mission. Et du coup, c'est un premier échange. C'est un peu le test gratuit. Aujourd'hui, on veut tous ça. On veut tous tester gratuitement, puisque c'est des offres qui se font beaucoup, notamment sur Internet, donc pourquoi pas le faire pour vous ? Ça représente une partie de vos investissements de prospection. Alors ça revient avec la notion qu'on voyait tout à l'heure dans la définition, à savoir, prospecter c'est long, déjà on n'a pas envie, mais ça coûte cher également. Et en fait, cette mission d'appel à faible marge, oui, à faible marge, parce qu'en fait, il faut essayer de la faire rapidement, il faut essayer de la vendre à bas prix pour que justement vous puissiez entrer chez le client. Donc ça, il faut faire le deuil de ça, il faut l'accepter à un moment. Et ça, c'est vrai que nous, on a beaucoup de mal avec les consultants qui nous disent parfois « Oui, mais quand même, une mission d'RGE, ça va me prendre 2 jours. » Mais oui, mais du coup, vous êtes rentré dans une entreprise quand même. Et en plus, ils me disent « Moi, je vaux 150 ou 200 euros de l'heure. » Alors déjà, je pense qu'il faut arrêter de vendre la mission de conseil à l'heure. Mon avis est qu'il faut la vendre au forfait, avec un résultat derrière. À l'heure, c'est compliqué. C'est comme un avocat. Moi, l'avocat, au début, quand j'ai démarré dans l'entreprise, j'avais peur de l'appeler parce que je me suis dit, oh purée, si je l'appelle et qu'il commence à m'expliquer tout le truc et que ça prend des heures et des heures, mais quelle va être la facture ? Déjà, c'est pas très clair. On veut savoir ce qu'on veut payer. Et les petites boîtes sont pareilles. Elles ont un comportement tout à fait normal, en fait. Donc moi, je préconise de vendre au forfait. Et là, du coup, il faut faire un effort sur cette mission d'appel. Voilà. Il faut considérer que l'effort que vous faites là, eh bien finalement, c'est une partie de l'investissement commercial ou publicitaire ou de prospection que vous ne faites pas. C'est pour ça que c'est compliqué pour vous de vous rendre compte finalement de la différence. C'est que comme vous ne faites très peu de communication, de pub ou de prospection, vous ne vous rendez pas compte de ça. Mais dans les boîtes dans lesquelles vous étiez à l'époque, pour ceux qui viennent quand même de groupes ou de boîtes plus importantes, vous saviez bien que c'était des postes importants dans l'entreprise. C'est pas pour rien qu'elles le font. Et enfin, essayez, alors là, c'est pas toujours évident, mais essayez de faire en sorte que cette mission d'appel soit facile et rapide à faire pour vous, voire même, nous, on a des consultants qui délèguent ça, en fait, qui ont des assistantes ou des assistants qui s'en occupent pour eux, mais ça leur permet quand même de rentrer chez le client. Une mission d'appel permet, en définitive, par rapport à ce que je viens de vous dire, permet à vos clients de vous tester. Voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc ça, c'est des règles de commerce qui paraissent pas adaptées au conseil. Mais si, aujourd'hui, on est tous des produits de consommation. Et le conseil, si on ne le démocratise pas et s'il ne devient pas un produit de consommation, on aura toujours du mal, finalement, à aller vers les petites entreprises. Donc il ne faut pas hésiter à le faire. Ça permet d'entrer dans le cercle de confiance du dirigeant. C'est que ça y est, maintenant, vous travaillez ensemble. Voilà. Au moins, il y a une première mission. Maintenant, c'est votre client. Ça permet de découvrir d'autres problématiques. Évidemment, c'est quand même tout l'intérêt de la mission d'appel. C'est justement, rappelez-vous la thématique, c'est une mission de conseil peut en cacher une autre. C'est que c'est là que vous allez pouvoir détecter des choses qui vont plus vous intéresser en termes de valeur ajoutée. Ça vous permet d'épargner une partie de votre prospection. Ça vous permet de trouver des angles de communication. Là, l'exemple que je citais tout à l'heure dans le recouvrement, quand elle a trouvé que la trésorerie, c'était quelque chose qui parlait bien au chef d'entreprise et que du coup, c'était son positionnement qu'elle devait prendre, du coup, toute sa communication, ses cartes de visite, le salon, le site internet, elle l'a tourné vraiment autour de cette notion-là. Du coup, elle parle à plus de monde. Elle a plus de contacts. Et elle est mieux recommandée parce que du coup, elle est recommandée à des gens qui ont des problèmes de trésorerie, alors qu'avant, pas du tout. Parce que personne n'a jamais des problèmes, on a tous des problèmes de post-client, mais on ne pense pas avoir des problèmes de recouvrement. Et enfin, quand même si c'est des petits montants, ça permet quand même de faire du chiffre d'affaires et ça permet d'avoir des clients. Donc des clients, c'est toujours bien, parce qu'une fois qu'on en a 1, 2, 3 et 4, c'est là qu'on commence à constituer son réseau qui va ensuite vous recommander. Et on retrouve la porte verte de tout à l'heure, finalement. Alors, comment on trouve ces missions d'appel ? Comment pouvoir les proposer ? Alors là, il y a une autre notion qui est hyper importante. Alors, je dis toujours ça, je sais, mais c'est une des bases du commerce, c'est la découverte. Et la découverte, on se rend compte aussi que bien souvent, la découverte, elle n'est pas complète. Je ne dis pas qu'elle est mal faite, elle est souvent incomplète, pas que chez les consultants, chez beaucoup de monde d'ailleurs. Combien de fois est-ce qu'on nous écoute vraiment ? Parce que nous-mêmes, nous sommes tous des clients. Donc nous, on aime bien parler de nous déjà. Donc voilà, quand vous faites une découverte avec une petite boîte, sachez qu'elle aime bien parler d'elle, vous vous intéressez à elle et elle n'est pas du tout avare en informations.
Nous, on arrive à obtenir au téléphone leur niveau de salaire, on arrive à obtenir les problèmes qu'elles ont au niveau des RH, donc quand même des choses sensibles. Elles nous les livrent sans problème. Donc là, moi je dirais, mais posez 1000 questions. Soyez curieux, il n'y a pas de fin, quoi. Une découverte, normalement dans un acte commercial, on dit toujours la découverte c'est 80% du temps. C'est lui qui doit parler 80%. Si vous parlez 80% et lui 20%, normalement vous ne vendrez pas. Donc cette découverte, voilà, alors il y a plein d'articles sur le sujet sur Internet, il y a plein de techniques. Voilà, le but c'est de poser des questions et quand on vous répond, d'être curieux et de continuer à poser la question. C'est comme quand on fait de la drague en fait. C'est comme ça un petit peu que je compare. Mais c'est comme ça, c'est s'intéresser vraiment à la personne, être curieux. Et après, dis-moi où t'as mal et je te dirai comment guérir. Donc en fait, vous obtenez le problème de l'entreprise, mais le problème. Et à vous de trouver la solution, le conseil. Et en fait, le conseil, c'est comment je vais te guérir, en fait. C'est ça, le diagnostic. Et normalement, toutes les missions de conseil devraient démarrer par un diagnostic. Mais moi, je vais même vous dire, tous les rendez-vous doivent être des diagnostics. C'est pas une mission, le diagnostic. Ça se vend pas, ça. C'est comme un devis, quoi, en fait. Puisque comment voulez-vous savoir quelle mission vous pouvez proposer si vous ne savez même pas quels sont les problèmes de l'entreprise ? Donc, pour moi, ça, c'est pas du tout une prestation qu'il faut vendre. Il faut l'offrir. Mais il ne faut même pas dire que c'est offert, c'est qu'il faut le faire, c'est tout. Et une autre technique pour trouver votre mission d'appel, c'est en fait, il faut se poser la question suivante. Dans votre métier, dans votre expertise, à quel problème concret et urgent répondez-vous ? Alors ça, c'est un exercice qu'il faut vraiment faire. Et souvent, on me dit, voilà, moi, je propose de la stratégie RH dans des entreprises. Alors je dis, mais à quel problème ça correspond ? C'est quoi mon problème d'entrepreneur ? Vous allez me dire, là, vous allez pouvoir m'aider. Si vous avez des problèmes RH... Mais en fait, déjà, on a tous des problèmes RH, mais sur le moment, on n'a pas l'impression d'en avoir. Il y a une mission d'appel qui est super dans la partie RH pour tous les consultants qui veulent se lancer dans ce domaine-là. C'est ce qu'on appelle le document unique de sécurité. Alors, désolé, je reviens de nouveau sur quelque chose de très terre-à-terre, mais pourquoi ? Parce que le terre-à-terre se vend. Parce que le terre-à-terre, on le comprend, on sait ce que c'est. Il y a un nom, il y a un début, il y a une fin, on peut donner une valeur. Et ce fameux document unique de sécurité, en fait, il est obligatoire pour toutes les entreprises qui ont au moins un salarié. Autant vous dire que c'est assez nombreux quand même. Enfin là, il y a un marché qui est vaste. Et en fait, c'est un document, déjà, on ne sait pas toujours que c'est obligatoire parce qu'on n'est pas toujours informé quand on est chef d'entreprise de toutes les obligations. Mais lorsqu'on est contrôlé par l'inspection du travail et qu'on ne l'a pas, on nous laisse 1 semaine ou 2 pour l'avoir. Alors là, voilà. Bon, là, c'est le problème. Donc là, qu'est-ce que font tous les chefs d'entreprise ? Ils vont sur Internet, ils tapent document unique de sécurité, déjà pour savoir ce que c'est, et pour essayer de voir comment il peut le faire. Alors, il peut le faire lui-même aussi, il n'y a pas besoin d'avoir une expertise particulière. Donc ça également, c'est un document que moi, je préconise sur la partie RH. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de questions qui sont liées justement à la gestion du personnel. Et quand vous faites ce document unique de sécurité, vous êtes obligé d'aller voir chaque poste de travail de l'ensemble des employés, c'est là que vous allez pouvoir détecter des choses en plus pour pouvoir proposer justement des choses, votre expertise RH. D'abord, il faut rentrer avec quelque chose de concret. À nouveau, c'est concret, ça lui ôte un problème. Parce que le problème, c'est quand l'inspection du travail va revenir dans 2 semaines, il va être épinglé. Ça, c'est son problème d'aujourd'hui. Son problème d'aujourd'hui, c'est pas de mettre en place une stratégie RH. On ne se lève pas le matin en se disant, tiens, et si je mettais une stratégie RH dans mon entreprise ? Même quand il y a des vagues de démissions, quand on a du mal à recruter, on ne s'en rend pas compte, en fait. C'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est à vous de faire rendre compte. C'est à vous de rendre votre client consciemment incompétent. Plus concrètement, répondez aux demandes numéro 1 du marché. Donc là, je disais tout à l'heure, la trésorerie, la gestion financière. Donc là, on est typiquement dans les demandes du marché. Recherche de clients, développement commercial, ça c'est pareil. Ce sont les 2 thématiques les plus importantes et les plus demandées. Donc si vous arrivez d'une manière ou d'une autre, à faire coller votre expertise à ça, je dis bien d'une manière ou d'une autre, vous avez déjà un bon kilomètre d'avance par rapport aux autres. Parce que ça, c'est concret. Ça me parle en tant que chef d'entreprise. Profiter du marché de l'obligation et de l'urgence. Alors oui, ça peut peut-être paraître un peu opportun, mais bon, on est des chefs d'entreprise, on a aussi envie de se développer. Et finalement, dites-vous que quand vous le faites, vous aidez également des entreprises, mais il faut profiter de ça. Donc toutes les obligations sociales pour les consultants RH notamment, pourquoi pas un diagnostic gratuit ? Je viens dans votre entreprise, juste vérifier si vous êtes à niveau avec toutes les obligations sociales, parce que selon le nombre de salariés, il y a quand même toute une liste de choses qu'il faut faire et pas faire.
ça devient quand même assez compliqué. Donc là, il faut profiter finalement, on va dire que là, pour le coup, c'est plutôt bénéfique, de toute cette lourdeur administrative, profitez-en. C'est aussi une mission de conseil. Certification pour réponse aux appels d'offres, je le disais tout à l'heure, donc tout ce qui est certificat Calibat, Qualifelec, RGE, sachez qu'un certificat ne dure qu'1 an. On est obligé de le refaire tous les ans. Document unique de sécurité aussi d'ailleurs. Donc il y a déjà une mission que vous pouvez faire déjà tous les ans chez le même client. Et offrez une partie de vos conseils. Offrez ce diagnostic ou une étude gratuite. Offrez tout ça. Vos compétences sont vos arguments. Pourquoi ? Parce que quand vous allez commencer justement à faire ce diagnostic ou cette étude, en fait, vous allez devenir non plus des commerciaux, mais des genres de technico-commerciaux. C'est-à-dire que là, on ne vous achète pas pour votre qualité de vendeur, on vous achète pour la technique que vous allez apporter. Et comme vous allez l'utiliser avec des mots simples, en fait, sans être dans la vente à outrance, parce que vous n'êtes pas du tout dans ce type de... on n'a pas des Jean-Claude Convenant chez les consultants, donc ça, c'est plutôt positif. Et bien, du coup, la manière dont vous allez l'exprimer, la manière dont vous allez lui montrer qu'il peut régler ses problèmes simplement, ça va être votre meilleur argument de vente. Et ça marche vraiment bien. Mais du coup, il faut donner l'occasion au client de se rendre compte de ça avec vous. Mais pour se rendre compte de ça avec vous, il faut lui parler de ses vrais problèmes, à lui, concrètement, et comment vous pouvez l'aider. Offrez déjà une partie de conseil. Et essayez bien sûr de vendre une mission opérationnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer exactement, avec des étapes, avec des documents, on matérialise sa prestation au maximum, opérationnel au maximum. Adaptez votre offre, évidemment. Proposez un prix au forfait et non à l'heure. Ça, c'est ma préconisation. Donc, je sais qu'il y a des avis qui divergent, mais voilà, après... je suis là pour vous amener mon point de vue, sous forme de package avec un résultat final, c'est-à-dire que si vous prenez cette prestation-là qui s'appelle comme ça, qui commence là, qui se termine là et qui a ce prix-là, voilà le résultat. Essayez de le quantifier, ce résultat. Même si ce n'est pas forcément du chiffre d'affaires, mais qu'est-ce qu'il obtient grâce à ça ? C'est quoi la valeur, en fait ? Avec un accompagnement mensuel en plusieurs rendez-vous, alors ça aussi c'est pas mal, parce que je sais que souvent vous allez vouloir vendre de la mission sous forme de nombre de jours, 1 ou 2 jours, ou c'est une mission qui va durer 3 jours ou 4 jours. Non, mais non, faites-la durer dans le temps. Là vous allez du coup avoir un client récurrent. On peut faire toutes les missions, on peut les faire récurrentes en fait. Il faut la découper. Et il faut ensuite proposer un suivi. Écoutez, je reviens dans 1 mois pour voir si tout va bien. Comme c'est inclus dans la prestation, vous allez revenir dans 1 mois et qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez refaire une découverte et vous allez découvrir de nouveaux problèmes et vous allez pouvoir à nouveau proposer de la mission. Des résultats chiffrés et une obligation de résultat. Alors ça, évidemment, c'est... Ah non, j'ai sauté une ligne, pardon. Sous forme de pourcentage sur les résultats. Alors évidemment, ça, c'est ce que tout le monde... En tout cas, c'est vous aimez ce type de modèle. Donc voilà, pourquoi pas le faire aussi comme ça ? Quand vous êtes notamment dans le développement commercial, pourquoi pas récupérer une partie du chiffre d'affaires que vous avez pu dégager en plus, avec un petit forfait au départ. Alors c'est sûr, on donne beaucoup, on travaille beaucoup pour un résultat futur, mais c'est comme ça le business. Il y a parfois des prospects qu'on rencontre 10 fois avant qu'ils deviennent clients, mais cet investissement-là, il a aussi un coût finalement. Donc il faut vraiment le voir comme ça. Utiliser des éléments de preuve. Donc là, ce qui est super, c'est d'avoir des témoignages, des notations, des avis clients. Ça marche. Ça marche pas que pour les restaurants, ça marche pour toutes les professions. Il ne faut pas hésiter. De toute façon, à un moment, ça va venir dans tout. Donc soyez un petit peu novateur, précurseur là-dedans. Et puis, pourquoi pas ? De manière soft, on n'est pas en train de se comparer les uns aux autres, mais quand même, c'est rassurant de voir que vous avez déjà d'autres clients et qui sont contents de vous. Des cas concrets que vous avez réalisés, ça c'est ce que je préconise de plus. C'est-à-dire vous prenez un cas concret que vous avez réalisé dans une entreprise, quelle était la situation de départ, voilà ce que j'ai fait d'une manière très concrète, voilà le résultat obtenu. Simple, 1 page, pas plus. Et avec ça, normalement, vous allez pouvoir aller voir vos clients, puisque quand vous avez recensé comme ça 5 ou 10 cas qui sont les cas les plus courants, il y a de fortes chances que la personne que vous avez en face de vous corresponde à au moins un des cas. Donc elle va se reconnaître. Et alors le mieux, évidemment, c'est des résultats chiffrés, voire même une obligation de résultat. Ça peut se faire, on peut garantir. Enfin, formalisez votre offre, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, avec un plan d'action clair, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette mission de conseil, qu'est-ce qu'il va faire exactement. Donc là, opérationnel, de nouveau, on va faire un premier rendez-vous, vous allez faire ça, moi je vais faire ça pendant ce temps, et on se revoit dans 1 semaine.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va par exemple faire un tableau Excel tout simplement où on va afficher des indicateurs ou montrer comment on les calcule. Ça peut être des choses vraiment toutes bêtes. On peut aller faire un dossier, on peut accompagner à la banque, on peut faire un business plan, on peut faire tout des tas de choses qui sont en fait des missions, mais qui matérialisent la mission de conseil, qui vous donnent en fait de l'intérêt, c'est-à-dire le conseil. Encore une fois, je disais tout à l'heure, c'est du vent. Là, du coup, c'est plus clair. C'est plus clair pour moi. Avec un résultat et un détail du prix clair et complet. Ah oui, ça aussi, parce qu'une mission de 3 jours, 4 000 euros, bon, alors là, il faut m'expliquer ce qu'il y a dans mission de 3 jours, 4 000 euros, j'ai pas compris. Donc il faut m'expliquer. Tout comme un artisan qui viendrait chez vous et qui vous fait un devis, vous avez envie de comprendre. C'est exactement pareil. Et une fois la mission d'appel terminée, la bonne nouvelle, ça y est, enfin, vous allez pouvoir proposer votre expertise. Parce que la relation elle est faite. Maintenant, ça y est, c'est plus cool finalement, parce que la posture de vendeur, elle est pas toujours sympa, en fait. Et puis on n'aime pas trop dans ce métier de conseil être dans cette posture-là. Mais malgré tout, vous êtes des entrepreneurs aujourd'hui. Donc vous, comme vos futurs clients, c'est d'abord l'argent d'abord l'argent. C'est pas ça, mais en tout cas, il vous faut de l'argent, c'est sûr, pour continuer à exercer, pour que ce soit pérenne. Il faut être généreux. Il faut se dire, bon, je donne une partie de conseil en fait, c'est un investissement pour le récupérer plus tard. Et ça, c'est la plus belle après des récompenses, c'est quand on est sur son expertise, mais il ne faut pas oublier, même si on est sur son expertise, de faire de la découverte tout le temps. Ça sera ma dernière slide, justement, en synthèse. Soyez programmés en mode découverte. Posez plein de questions. Là, maintenant, à partir de quand vous allez sortir de la salle, tout de suite. Toutes les boîtes, tous les entrepreneurs sont vos futurs clients. Tous. Donc, essayez de comprendre quel est le problème, pourquoi, comment ils comptent faire. Est-ce qu'ils connaissent une solution? Qu'est-ce qu'il fait si ça ne marche pas? Est-ce qu'il serait prêt à poser plein de questions? Mais à tout le monde. Même si ce n'est pas pour qu'ils deviennent clients, ne serait-ce que pour comprendre, en fait, tout ça. Ensuite, la mission de conseil numéro 1, ok, on l'a fait, c'est la mission d'appel, on règle un problème immédiat, c'est-à-dire comment on va régler le problème. Voilà, ça c'est la mission numéro 1. Et ensuite, il y a N missions de conseil ou X missions de conseil qu'on peut proposer en plus, c'est comment ne plus jamais avoir ce problème. Donc la numéro 1, on est dans le curatif, et ensuite on est dans l'anticipation. Là, on est dans le traitement de fond. Il n'y a plus de symptômes, on n'est plus malade. Voilà. J'en ai fini pour ma partie. Et en fait, j'ai demandé à une personne qui s'appelle David Veninck d'illustrer en fait ce que je dis là. En fait, David, on s'est rencontrés il y a 1 mois et demi, pas plus, ou 2 mois, peut-être. Bon, le temps passe très vite. Alors, oui, il y avait les vacances aussi entre-temps. Et en fait, on n'a pas forcément les mêmes avis sur tout, mais en tout cas, je pense qu'on partage un certain nombre de points de vue. Et je vais lui demander de venir. Il va se présenter tout seul. Et merci David pour cette intervention. Bonjour à tous. Et effectivement, le mode découverte, comme tu l'as dit, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Et d'ailleurs, ça fait plus de 13 ans que je suis dans le monde des affaires. Et s'il y a bien une citation finalement qui m'a beaucoup aidé, c'est une citation de Claude Lévi-Strauss, je ne sais pas si vous connaissez, qui dit « Le savant n'est pas celui qui a... » Ah, il faut peut-être que j'approche le micro comme ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, c'est mieux? D'accord. Oui, dans ce que je disais, effectivement, il y a une citation de Claude Lévi-Strauss qui, depuis 13 ans, où je suis dans le monde des affaires, m'a beaucoup aidé, qui dit « Le savant n'est pas celui qui apporte les vraies réponses, le savant est celui qui pose les vraies questions. » Et je pense, effectivement, ça, une fois qu'on a compris ça, c'est déjà une bonne base. D'ailleurs, en parlant de questions, est-ce que vous savez quel est le prospect le plus facile à signer? Qui sont les prospects les plus faciles à signer? Oui, notre entourage, pourquoi pas, oui, effectivement. Qui d'autre? Non, pas d'idée? Moi, je pense que le prospect le plus facile à signer, en fait, c'est le client. Parce que le client, une fois qu'il nous a dit oui une première fois, il nous a fait confiance, il a goûté à nous, et si on a fait du bon boulot, et je pense que vous faites du bon boulot, eh bien, c'est beaucoup plus facile derrière de lui vendre autre chose. C'est beaucoup plus facile de vendre quelque chose à quelqu'un qui nous a déjà dit oui que de vendre quelque chose à quelqu'un qui ne nous connaît pas encore. Voilà. En 2 mots, avant de poser la question suivante, en 2 mots, qui je suis? Moi, je suis activateur d'épanouissement commercial pour le consultant indépendant. C'est une des facettes de mon activité, c'est-à-dire que j'aide les consultants indépendants à répondre à la question « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» d'une manière courte et percutante pour donner à leurs interlocuteurs l'envie d'en savoir plus sur eux, générer plus d'opportunités et donc développer une activité rentable et passionnante. Et une autre facette de mon activité, c'est que je suis moi-même consultant.
Je suis moi-même chef d'entreprise et je vends des missions de conseil à d'autres entreprises. Et si Odile m'a invité pour vous partager quelque part mon retour d'expérience, c'est pour vous donner finalement 3 idées clés qui, moi, me paraissent importantes pour moi et qui sont également importantes pour mes clients. Deuxième question, est-ce que vous savez qui c'est ? Il lui ressemble, mais effectivement, j'ai entendu magicien. Tout à fait, c'est David Copperfield. On va me dire, ok, c'est quoi le rapport entre David Copperfield et le sujet d'aujourd'hui ? C'est comment ? C'est vrai, il fait rêver. Tout à fait. Alors nous, effectivement, on doit effectivement faire rêver le client, pas lui vendre du rêve, mais en tout cas le faire rêver. Et pourquoi un magicien, il est toujours là, il nous fait rêver justement, et pourquoi il arrive à nous emmener là où lui veut qu'on aille, c'est qu'il a toujours en fait un coup d'avance. C'est-à-dire que s'il sait qu'il vous montre cette main-là, c'est parce qu'il est en train de préparer un truc louche de la main de l'autre côté et il ne veut pas que vous regardiez. Et donc, je pense que nous, en tant que chef d'entreprise, en tant que consultant, notre rôle, c'est aussi d'avoir un coup d'avance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au travers de la découverte, quand on doit finalement poser des questions à notre prospect, pour l'instant, qui n'est pas encore client, et qu'on lui pose des questions sur une mission d'appel, sur un premier niveau de besoin, je pense qu'il faut déjà avoir en tête de se dire, OK, quelles questions je pourrais poser ou quelles informations je pourrais avoir besoin pour savoir et tout de suite détecter si oui ou non il y aurait des opportunités complémentaires. Je ne vais pas chercher à lui vendre tout de suite le projet A, le projet B, le projet C, le projet D, mais si je suis là pour le projet 1, est-ce que déjà je peux pas lui poser des questions pour me dire, tiens, je sais déjà qu'une fois que j'aurai fini cette première mission, je pourrais lui vendre une deuxième mission qui est le projet B, puis le projet C, etc. Et donc si j'ai un coup d'avance, comme le font les magiciens, je suis capable d'emmener mon client là où moi, finalement, j'ai envie de l'emmener en répondant à son besoin. Est-ce que je suis clair sur ce coup d'avance ? Oui ? Ok, merci pour la participation. La deuxième idée clé que je voulais partager avec vous, c'est une solution égale un problème. Alors, on nous apprend partout qu'un problème égale une solution. Moi, je pense l'inverse. Je pense qu'une solution égale un problème. Ce que je veux dire par là, c'est que notre rôle, c'est de se dire, une fois que j'apporte une solution à mon client, quel nouveau problème j'ai créé chez lui ? Parce que oui, quand on apporte une solution à un client, on crée pour lui de nouveaux problèmes. Et je voulais partager avec vous une histoire. C'est l'histoire de Patrick Abitbol qui va postuler à un poste de vendeur dans un drugstore où on vend vraiment plein de choses. Et il y a le patron qui le reçoit et lui dit « Monsieur Abitbol, est-ce que vous avez de l'expérience dans la vente ?» Patrick Abitbol, il le prend un peu mal, il dit « Vous rigolez. Moi, l'expérience dans la vente. Moi, je suis le roi de la vente. J'avais un cousin, il avait un magasin, j'ai tout vendu, il a pu partir au soleil, et là, il est tranquille pour 10 ans. » Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un test. Moi, je dois partir une journée, je reviens ce soir et on fait le point. Le patron revient le soir. Et alors, Monsieur Abitbol, ça s'est passé comment ? Il dit, vous savez, il n'y a pas eu beaucoup de monde dans le magasin, il y a eu 5 personnes. Voilà, j'ai fait un client. Il dit, OK. Bon, il est un peu déçu, évidemment, le patron, avec la belle promesse de Patrick Abitbol. Il dit, OK. Et ça représente combien de chiffre d'affaires ? Il dit, je suis un peu déçu de moi, ça fait 200 000 euros. What ? 200 000 euros avec un client ? Il dit, ouais, il est venu, alors j'ai commencé par lui vendre un hameçon, et en fait c'est un hameçon pour la pêche au gros, parce qu'il aime bien pêcher les gros poissons, et il n'avait pas la canne à pêche adaptée, il avait qu'une petite canne à pêche faible, alors je lui ai vendu une canne à pêche, la canne à pêche X2000 qui est beaucoup plus résistante, comme ça il avait ce qu'il fallait. Je lui ai dit, en plus il va y avoir peut-être d'autres pêcheurs, tu ne veux pas avoir l'air ridicule, ce que je te propose c'est d'avoir les bottes, la combinaison, la casquette, enfin tout l'équipement qui va bien. Il dit, tu vas le pêcher où ton poisson ? Parce que la pêche au gros, évidemment on ne le pêche pas au bord d'une rive, il faut aller en pleine mer. Est-ce que tu as un bateau ? Non ? Écoute, moi j'ai un super bateau dans l'arrière-cour. Vous savez, je lui ai vendu le bateau avec les 2 moteurs là derrière. Et évidemment, comme on est en Île-de-France et que la mer elle n'est pas à côté, il ne va pas pouvoir aller à la mer en bateau. Donc je dis, écoute, ce que je te propose, c'est de prendre la remorque qui va avec. Comme ça, tu peux remettre ton bateau. T'as quoi comme voiture ? Une Clio. Ah, ouais, effectivement, la Clio, elle n'est pas suffisamment puissante. Donc ce que je te propose, et j'ai vu qu'il y avait une Mercedes dans l'arrière-cour, tu vas voir, elle est super puissante et tu vas pouvoir emmener ton bateau. Et le patron, il le regarde, il fait, waouh ! Tu as vendu à quelqu'un pour 200 000 euros alors qu'il venait acheter un hameçon ? Et là, Patrick Abitbol dit, non, pas tout à fait. En fait, il est venu et il voulait acheter une boîte de tampons pour sa femme. Et je lui ai dit, écoute, ton week-end, il est foutu. Pourquoi tu n'irais pas à la pêche ? Voilà. Vous voyez, l'idée, c'est que toutes nos solutions créent de nouveaux problèmes. Et je pense que quand on est dans cette mécanique de pensée, de se dire quel nouveau problème je crée pour mon client, eh bien, c'est très simple. Si je veux prendre un exemple moins trivial, mais plus concret dans mon activité. Si, par exemple, il y a un consultant qui vient me voir pour apprendre à se présenter de manière percutante lorsqu'il rencontre un nouvel inconnu. Il va avoir un nouveau problème. Oui, parce que du coup, il va avoir des rendez-vous. Ça va marcher, il va intéresser ses interlocuteurs, et ses interlocuteurs vont vouloir en savoir plus. Donc, il va se retrouver à avoir des rendez-vous. Le problème, il ne sait peut-être pas se vendre. Du coup, il va peut-être voir 10, 20 personnes, et puis il va peut-être faire que 2 ou 3 missions. Alors, du coup, j'ai peut-être une nouvelle solution à lui porter, c'est de dire, écoute, je vais t'aider à mieux te vendre, et comme ça, tu vas pouvoir décrocher plus de missions avec les gens que tu vas rencontrer. Donc, du coup, il va savoir vendre, mais peut-être qu'il y aura un nouveau problème, et dire, ouais, ok, c'est bon, je fais des ventes,
Mais par contre, mes missions ne sont pas rentables. Je n'arrive pas à négocier de bons accords. Ma marge est très faible. Et là, j'ai du coup une nouvelle solution à lui proposer pour justement dire, OK, je vais t'apprendre à négocier pour que tu puisses faire ça. Et une entreprise, un chef de TPE, c'est le même principe. Est-ce que je suis clair sur une solution égale un problème? La participation augmente, ça bien. Je pense qu'à la troisième question, j'aurai tout le monde. La troisième idée clé que je voulais partager avec vous, c'est l'escalier de valeur. Je vois beaucoup de consultants qui ont une offre de service qui est ce que j'appelle en mode catalogue. Vous savez, en fait, on a une mission, une proposition de service. À côté, j'en ai une autre. À côté, j'en ai une troisième ou pourquoi pas une quatrième. Et c'est un petit peu comme la techno quand on était au lycée. On a des branchements en parallèle. Et du coup, eh bien, tout n'est pas forcément bien lié. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il faut avoir, comme l'escalier qui est là, une offre de service qui soit en série. C'est-à-dire qu'une première mission, une première offre de service puisse m'aider facilement et être liée à une seconde offre de service qui va créer donc du coup de nouveaux problèmes à mon client, qui pourra être pour moi une troisième offre de service. Et je vais illustrer ça de cette façon-là. Si on reprend effectivement le principe de la mission d'appel, et moi je crois beaucoup en ce principe de la mission d'appel, c'est comme ça que je développe mon entreprise maintenant depuis plus de 2 ans, j'ai dépassé les 18 mois, yes. C'est mission d'appel, la première effectivement, ou ce que j'appelle offre impulsive, qui permet comme ça de tester le client et d'avoir effectivement que le client puisse nous tester aussi, il puisse gagner confiance. Et derrière, on va pouvoir lui proposer une offre peut-être la plus forte valeur ajoutée, où on va faire plus de marge, qui est l'offre compétitive. Ce n'est pas encore, quelque part, notre expertise forcément la plus forte, ce n'est pas forcément la mission qu'on va vendre la plus chère, celle-ci, c'est ce qu'on voudrait faire, c'est l'offre absolue en quelque sorte, mais on va pouvoir lui proposer autre chose. Et on va le faire monter ensuite petit à petit, au fur et à mesure qu'on va gagner confiance ensemble, sur cette échelle, sur cet escalier de valeur. On va pouvoir lui vendre une offre distinctive, et enfin, l'offre absolue. En fait, plus vous faites monter votre client dans l'escalier de la valeur, évidemment, plus les missions vont être chères et plus votre accès, quelque part, va être limité. Moi aussi, je crois vraiment au fait de ne pas vendre à l'heure, à la demi-journée ou à la journée, parce qu'on est forcément limité, on n'a chacun que 24 heures. Si on veut pouvoir développer une activité rentable, je crois effectivement, comme Odile, qu'il faut vendre par rapport effectivement à la valeur que l'on crée pour son client et surtout effectivement par rapport à des notions forfaitaires en fait. Et là, on peut démultiplier beaucoup plus son activité de conseil. Si je vous donne un exemple très concret, moi, dans un de mes tunnels de vente, j'ai effectivement une mission d'appel ou une offre impulsive qui est une conférence en ligne. Et elle est gratuite, cette conférence en ligne. Effectivement, je ne la vends pas. Par contre, à la fin de cette conférence en ligne, je propose pour ceux qui souhaitent aller plus loin, une offre compétitive, c'est d'acheter finalement une formation en ligne qui leur permet d'en savoir plus et d'aller plus loin sur un sujet bien précis. Ce n'est pas encore une offre très chère, mais par contre, certains de ces clients seront des clients qui seront intéressés pour aller vers l'offre distincte. L'offre distincte, c'est peut-être de l'accompagnement de groupe. Je propose de l'accompagnement de groupe et ces clients-là vont aller là. Et l'offre absolue, pour certains clients qui veulent vraiment du coaching individuel, où là on travaille vraiment main dans la main, et bien là, on arrive tout en haut de l'escalier de valeur. Est-ce que je suis clair par rapport à ça ou pas du tout? Yes, merci beaucoup. Voilà, donc en synthèse, les 3 idées clés. La première, effectivement, c'est de se dire, OK, il faut avoir toujours un coup d'avance. Je dois être le maître de l'entretien et vous devez être le maître de l'entretien client, donc vous devez savoir où vous voulez l'emmener, sans forcément que lui le sache, mais en tout cas, vous savez où est la prochaine étape pour vous. La deuxième, c'est de se dire qu'une solution égale un nouveau problème. Et la troisième, c'est de créer justement un escalier de valeur, une offre de service en série, que vos propositions de service soient liées les unes aux autres pour pouvoir beaucoup plus facilement, finalement, décrocher de nouvelles missions chez ce même client. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, merci David pour ce... En plus, ça a respecté le timing, là, c'est parfait. Et voilà, c'était la conférence sur ces sujets-là. Nous avons évidemment un stand, donc il y a Sonia et Yasmine qui se trouvent tout au bout de la salle, si toutefois les personnes veulent en discuter plus avec David ou avec nous sur le stand. Et nous avons aussi un outil gratuit à proposer à tous les consultants qui est un détecteur de mission, en fait, donc typiquement dans la thématique. C'est un outil en ligne, n'importe qui peut créer son compte et l'utiliser de manière complètement gratuite.